Phil, chérie, j'ai une merveilleuse surprise pour toi, annonça ma femme Carmen en levant son verre de vin à la table du dîner chez ses parents. Son sourire brillait sous la lumière du lustre en cristal de la maison de Beverly Hills, tandis que toute la famille Martinez se tournait vers nous pour nous observer. J'ai vendu ton petit bateau pour 75 000 $ pendant que tu étais à Washington. L'argent de ce repas, il provient de la vente. Au moins, un dîner est assuré. Les mots sortirent de sa bouche avec le naturel de quelqu'un qui commente la météo, mais ils me frappèrent la poitrine comme des coups de marteau. Le « petit bateau » était mon yacht de 42 pieds, un azimut que j'avais acheté après 3 ans d'économie et de travail acharné en tant que spécialiste de la conformité maritime pour le département de la sécurité intérieure. Je m'appelle Phil Harrison et, à 35 ans, je viens de découvrir que ma femme depuis 8 ans a vendu illégalement ma propriété enregistrée au niveau fédéral pour une fraction de sa valeur réelle. Mais alors qu'elle souriait, attendant mes applaudissements pour son initiative financière, je suis resté silencieux, mon téléphone vibrant déjà dans ma poche avec un appel qui allait tout changer. La famille Martinez a éclaté de joie. Son père, Roberto, a applaudi lentement, avec cet applaudissement condescendant que je connaissais bien. Enfin, Carmen a pris une décision intelligente. Les bateaux sont des trous dans la mer où l'on jette son argent. Sa mère, Isabella, lui a tapoté le bras avec une approbation maternelle. Quelle épouse intelligente tu es, ma chérie. Les hommes et leurs jouets coûteux. Il est temps d'être pragmatique. Son jeune frère, Diego, a sifflé d'admiration. 75 000 ? Mec, ça suffit pour acheter une voiture décente. Bien mieux que ce truc flottant. Mais il y avait quelque chose qu'ils ignoraient. Quelque chose que Carmen, dans son arrogance caractéristique, avait complètement ignoré lorsqu'elle avait falsifié ma signature sur les documents de transfert. Mon yacht n'était pas seulement un bien personnel. C'était un actif enregistré dans le système national d'identification des bateaux du DHS, classé comme équipement de sécurité nationale en raison de mon travail dans la surveillance côtière. Vendre ce navire sans autorisation fédérale n'était pas seulement un vol. C'était un crime fédéral. Assis à cette table, entouré de personnes qui avaient fait de mon humiliation un sport familial, je sentis mon téléphone vibrer à nouveau. Cette fois, je reconnus le numéro. L'agent Rebecca Torres, de la division des crimes maritimes. Une femme que j'avais aidée dans des dizaines d'affaires au cours des 5 dernières années. « Excusez-moi » murmurai-je en me levant de table. « Je dois répondre à cet appel. » Carmen ne leva même pas les yeux de son assiette, trop occupée à recevoir les compliments de sa famille pour sa brillante décision commerciale. Roberto expliquait comment les femmes intelligentes savent toujours quand réduire les dépenses inutiles, tandis qu'Isabella planifiait comment dépenser l'argent de la vente. Je me dirigeai vers la véranda des Martinez, où l'air nocturne de Los Angeles transportait le parfum de jasmin des jardins parfaitement entretenus du quartier. À travers les portes-fenêtres, je pouvais voir Carmen gesticuler avec animation, racontant à ses parents chaque détail de la façon dont elle avait enfin pris le contrôle des finances familiales. « Agent Torres » répondis-je en gardant la voix basse. « Fille, nous avons un problème. Le système de suivi maritime a déclenché une alerte rouge il y a 2 heures. Votre bateau a été transféré sans les autorisations nécessaires. Êtes-vous au courant d'une vente ?» J'ai regardé à travers la vitre Carmen, qui tenait maintenant un document officiel, probablement le contrat de vente, et le brandissait comme un trophée. Son écriture s'était considérablement améliorée depuis qu'elle s'était entraînée à imiter ma signature. Non, agent Torres. Je n'ai autorisé aucun transfert. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Fille, cela constitue un détournement de biens fédéraux. Nous mobilisons une équipe d'enquêteurs dès maintenant. Restez disponible. Et fille, ne laissez pas les suspects savoir que nous sommes en route. Si vous aimez cette histoire de vengeance et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé ensuite a transformé un dîner en famille en une leçon sur les conséquences de s'en prendre à la propriété fédérale. Alors que Carmen continuait à faire la fête à l'intérieur, je savais qu'elle venait d'avouer un crime fédéral devant une salle remplie de témoins. Et dans moins d'1 heure, notre vie conjugale serait le moindre de ses problèmes. Je suis retourné à table comme si de rien n'était, mais mon esprit fonctionnait désormais sur une fréquence complètement différente. Carmen poursuivait sa performance triomphale, exhibant les documents falsifiés comme des trophées de guerre, tandis que je restais assis en silence, observant chaque mot incriminant qui sortait de sa bouche. « Vous auriez dû voir comme c'était facile », dit-elle en riant, gesticulant avec son verre de vin. 3 jours à m'entraîner à imiter sa signature à l'aide de ses vieux carnets de notes techniques. La clé, c'est de comprendre la pression qu'il applique dans les courbes des lettres. Roberto acquiesça d'un air paternel. « L'intelligence pratique, ma chérie.
C'est ce qui distingue les femmes intelligentes de celles qui attendent la permission pour tout. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce petit bateau ne valait pas 75 000 $. Il en valait 280 000. C'était un Azimut Atlantis de 42 pieds, équipé de systèmes de navigation militaire modifiés que j'avais personnellement installés pour mon travail au département de la sécurité intérieure. Au cours des 5 dernières années, ce bateau avait été utilisé dans le cadre d'opérations de patrouille côtière classifiées, testant de nouveaux protocoles d'interception et des systèmes de communication cryptés. Chaque composant électronique à bord était enregistré dans des bases de données fédérales, du radar à pénétration atmosphérique aux émetteurs d'urgence fonctionnant sur des fréquences réservées exclusivement aux agences gouvernementales. Carmen avait vendu du matériel militaire pour une fraction de sa valeur à un acheteur qui possédait désormais illégalement une technologie classifiée. Phil exagérait toujours l'importance de ce bateau, continua Carmen, sa voix empreinte du mépris que je connaissais si bien. Systèmes de navigation spéciaux, communication militaire, blablabla. Comme s'il était une sorte d'agent secret plutôt qu'un simple bureaucrate chargé d'analyser les réglementations maritimes. Isabella rit en touchant le bras de sa fille. Les hommes et leurs fantasmes d'importance. Tu as bien fait, Carmen. 75 000 $, c'est beaucoup d'argent pour un bateau d'occasion. Diego leva son verre dans un toast sarcastique. À Carmen, pour avoir enfin pris une décision adulte. Je suis resté silencieux, me rappelant comment nous en étions arrivés là. Carmen avait toujours manifesté une hostilité croissante à l'égard de mon travail, surtout depuis que j'avais commencé à recevoir des missions qui exigeaient la confidentialité opérationnelle. Pour elle, mon incapacité à discuter des détails des projets était la preuve que je gonflais mon importance professionnelle. La vérité était que mon travail au DHS était devenu de plus en plus spécialisé. J'avais commencé comme analyste de conformité réglementaire de base, vérifiant que les navires commerciaux respectaient les normes de sécurité fédérale. Mais ma formation en génie naval et ma connaissance des systèmes électroniques maritimes avaient attiré l'attention de mes supérieurs à Washington. Au cours des 3 dernières années, j'avais été affecté à un projet spécial visant à développer des protocoles anti-contrebande pour la frontière maritime avec le Mexique. Mon yacht personnel était devenu un laboratoire d'essais non officiel, équipé d'une technologie expérimentale qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Carmen avait interprété ma discrétion professionnelle comme de l'arrogance personnelle. Chaque voyage d'affaires que je faisais, chaque appel que je devais prendre en privé, chaque document que je ramenais à la maison dans des dossiers scellés alimentait son récit selon lequel je me considérais plus important que je ne l'étais réellement. « Tu sais ce qui était le mieux ?» demanda Carmen de manière rhétorique, les yeux brillants de malice. L'acheteur n'a même pas posé de questions. Quand je lui ai montré les documents que j'avais préparés, il a simplement transféré l'argent. 75 000 $ en un après-midi. Mon téléphone vibra discrètement. SMS de l'agent Torres, équipe mobilisée. Arrivée prévue dans 45 minutes. L'acheteur a été localisé. La situation est plus grave que prévu. La situation évoluait plus rapidement que je ne l'avais imaginé. L'acheteur, quel qu'il soit, était désormais en possession illégale d'équipements militaires classifiés. Cela transformait une affaire de détournement de fonds potentiels en violation de la sécurité nationale. Roberto servit davantage de vin, sa voix prenant le ton professoral que je connaissais bien. « Philippe, j'espère que tu comprends que Carmen a pris la bonne décision. Les bateaux ne sont que pure dépréciation. De l'argent immobilisé qui perd de la valeur alors qu'il pourrait être investi dans quelque chose de productif. Comme le portefeuille de crypto-monnaie de Diego, ajouta Isabella en souriant à son plus jeune fils. Ou l'agrandissement du restaurant. De vrais investissements qui génèrent des rendements. » Carmen acquiesça avec enthousiasme. Exactement. Fille a toujours rêvé d'être une sorte d'expert maritime important, mais en fin de compte, il ne fait que vérifier que les bateaux de pêche ont tous leurs papiers en règle. Le fait de réduire mon travail à une simple vérification de papier était typique de la relation que nous avions développée. Carmen avait construit une version édulcorée de ma carrière qui justifiait son manque de respect croissant, tandis que j'essayais de maintenir la paix domestique en ne corrigeant pas ses perceptions déformées. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était que mon petit bateau avait participé à des opérations qui avaient permis d'intercepter 3 tentatives de trafic de drogue au cours de l'année écoulée. Les systèmes qu'elle ridiculisait avaient contribué à saisir 400 kilos de fentanyl et à arrêter 17 trafiquants internationaux. Diego se pencha sur la table, sa curiosité semblant sincère. « Sérieusement, fille, pourquoi tu ne nous as jamais vraiment expliqué à quoi servait tout cet équipement électronique? Ça semblait toujours un peu exagéré pour pêcher le week-end. » C'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre complètement, même maintenant. Les détails opérationnels spécifiques restaient classifiés, mais l'ironie était douloureuse.
La famille qui m'accusait d'exagérer mon importance venait de commettre un crime fédéral en sous-estimant précisément cette importance. Certaines choses sont trop complexes pour être expliquées lors de dîners de famille, répondis-je diplomatiquement, une phrase que j'avais utilisée des centaines de fois au fil des ans. Carmen leva les yeux au ciel de manière théâtrale. Vous voyez? Toujours comme ça. Toujours trop important pour nous inclure dans vos grandes responsabilités gouvernementales. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel de l'agent Torres. Je me levai à nouveau, réalisant que tout le monde à table me regardait avec un mélange d'irritation et de curiosité. « Excusez-moi, je dois répondre. » Carmen soupira dramatiquement. « Bien sûr que vous devez répondre. Ce doit être une urgence nationale concernant les permis de bateau. » La table éclata de rire, mais je me dirigeais déjà vers la véranda, où l'air nocturne transportait le parfum des jardins d'Isabella. La vue de Beverly Hills s'étendait en contrebas, des points lumineux marquant les maisons où d'autres familles dînaient, sans se douter que des crimes fédéraux faisaient l'objet d'une enquête à des kilomètres de là. « Torres » ai-je répondu. « Fille, la situation s'est aggravée. L'acheteur est Viktor Kozlov, un homme d'affaires russe connu pour ses violations des règles d'exportation. Il a déjà transféré le navire à Long Beach, apparemment pour le préparer au transport international. » Mon estomac se noua. Viktor Kozlov était un nom connu dans les cercles de la sécurité nationale. 3 enquêtes précédentes pour tentative d'acquisition de technologies militaires américaines en vue de la revendre sur le marché noir russe. Depuis combien de temps a-t-il le navire? 6 jours. Assez longtemps pour documenter tous les systèmes et éventuellement extraire des données des ordinateurs de navigation. Carmen avait vendu mon bateau à un suspect d'espionnage industriel. L'équipement qu'elle avait ridiculisé comme étant des « fantasmes d'importance » était désormais entre les mains de quelqu'un qui pourrait utiliser ces informations contre les États-Unis. Alors que je réfléchissais aux implications, j'ai entendu des rires provenant de la salle à manger. Carmen racontait probablement une autre anecdote sur la façon dont elle avait été maligne en se débarrassant du « jouet coûteux » de son mari. Dans moins d'une demi-heure, des agents fédéraux frapperaient à la porte des Martinez, transformant ce dîner de fête en quelque chose de très différent. Et Carmen découvrirait que ces « fantasmes d'importance » conjugale était devenue réalité d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. À travers les fenêtres à la française, j'ai observé Carmen gesticuler avec animation devant sa famille, décrivant probablement en détail à quel point elle avait été intelligente en contournant ma prétendue obstination. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de confesser l'espionnage industriel devant une salle remplie de témoins. « Torres, j'ai besoin de plus d'informations sur Kozlov », murmurai-je au téléphone, en gardant la voix basse pendant que Roberto portait un toast à l'intérieur de la maison. « C'est pire que ce que nous imaginions, fille. Notre équipe de contre-espionnage surveille Kozlov depuis 18 mois. Il dirige un réseau sophistiqué d'acquisition de technologies militaires américaines. 3 sociétés écrans, des comptes bancaires dans 7 pays, des liens directs avec des agences russes. » Mon estomac se noua. Combien de personnes sont impliquées dans son opération? Au moins 15 que nous avons identifiées, y compris 2 employés du ministère de la Défense qui ont été arrêtés la semaine dernière pour avoir divulgué des spécifications de systèmes de communication navale. Carmen avait vendu mon yacht équipé de prototypes expérimentaux au centre d'un réseau d'espionnage international. Les systèmes de communication cryptés à bord contenaient des algorithmes qui avaient coûté des dizaines de millions de dollars au gouvernement américain pour être développés. Il y a plus, fille. Kozlov n'agit pas seul dans des transactions comme celle-ci. Quelqu'un a fourni des informations sur le navire avant la vente. Des détails sur des équipements qui ne seraient pas accessibles au public. Que veux-tu dire? Nous enquêtons pour savoir si ta femme a été approchée ou si elle a activement recherché des acheteurs pour de la technologie militaire. Le timing est trop suspect pour être une coïncidence. Les implications m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Carmen n'avait pas simplement vendu mon bateau sur un coup de tête. Quelqu'un lui avait spécifiquement donné des instructions sur la manière d'accéder à un actif militaire classifié et de le transférer. Je suis retourné dîner, les jambes tremblantes, essayant d'assimiler la possibilité que ma femme depuis 8 ans puisse être impliquée dans des activités d'espionnage. La salle à manger des Martinez ne m'avait jamais semblé aussi surréaliste. Le cristal baccarat reflétait la lumière dorée, les fleurs étaient soigneusement disposées, l'odeur des desserts français coûteux contrastait brutalement avec la réalité. Les agents fédéraux allaient arriver dans moins de 20 minutes. « Fille, mon chéri » m'a appelé Isabella, sa voix empreinte de cette douceur artificielle que je connaissais bien. Carmen nous racontait que tu apprenais enfin à être plus souple en matière financière. Diego rit en faisant tourner son verre de vin. Mec, j'avoue que je t'ai toujours trouvé un peu paranoïaque avec ce bateau. Des systèmes de sécurité, des équipements coûteux,
comme s'il s'agissait d'une sorte de base militaire flottante. Paranoïaque était le mot que la famille Martinez utilisait pour décrire toutes les précautions que je prenais. Serrures supplémentaires sur les portes, mots de passe complexes, documents conservés dans un coffre-fort. Tout était pour eux la preuve de mon anxiété excessive. Carmen acquiesça avec un enthousiasme exagéré. Exactement. 3 ans à essayer de te convaincre que ce n'était qu'un bateau, pas Fort Knox. Heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui appréciait à sa juste valeur l'équipement. Cette phrase m'a glacé. Quelqu'un qui appréciait à sa juste valeur l'équipement. Ce n'était pas le langage naturel de Carmen pour décrire une vente occasionnelle. C'était une terminologie technique, le genre de formulation que l'on trouve dans les contrats d'acquisition militaire. Roberto s'est penché sur la table, adoptant son ton professoral habituel. « Philippe, j'espère que cette expérience t'aura appris quelque chose sur la confiance conjugale. Les mariages fonctionnent lorsque les conjoints prennent des décisions collaboratives. » Collaborative, répétai-je, testant le mot. Comme falsifier des signatures sur des documents fédéraux. Le sourire de Roberto vacilla un instant. Ce sont des détails techniques, mon garçon. L'important, c'est le résultat. Isabella toucha affectueusement le bras de Carmen. Notre fille a fait preuve d'une réelle initiative. Combien d'épouses auraient le courage d'agir de manière aussi décisive? La question resta en suspens dans l'air comme une confession involontaire. Combien d'épouses auraient en effet accès aux connaissances nécessaires pour identifier, évaluer et vendre une technologie militaire classifiée? La réponse était simple, seulement celles qui avaient des relations ou une formation spécifique. Mon téléphone vibra avec un message de Torres, nous avons découvert l'origine de l'approche initiale. Kozlov a été présenté à sa femme par un intermédiaire lors d'une soirée caritative il y a 3 mois. Événement caritatif du Musée d'art de Los Angeles. Carmen était répertoriée comme organisatrice. 3 mois. Carmen avait planifié cela pendant 3 mois, elle n'avait pas agi impulsivement pendant mon absence. Elle avait été recrutée ou séduite par une opération d'espionnage sophistiquée qui visait spécifiquement mon travail au DHS. Diego interrompit mes pensées en agitant dramatiquement sa fourchette. Le mieux, c'est que vous disposez désormais d'un capital réel à investir. Mon associé Marcus est en train de lancer une start-up de crypto-monnaie qui va exploser. 75 000 $ serait l'investissement idéal. Carmen sourit, mais son expression avait quelque chose de forcé. En fait, j'ai déjà commencé à rechercher des opportunités d'investissement plus stables. Stable était un autre terme étrange venant de Carmen, qui avait toujours montré peu d'intérêt pour les finances complexes. Pendant 8 ans de mariage, elle m'avait laissé prendre la plupart des décisions financières, prétextant que les chiffres la rendaient confuse. Isabella applaudit avec une approbation maternelle. C'est intelligent, ma chérie. La diversification est la clé de la sécurité financière à long terme. Roberto acquiesça avec sagesse. Exactement. Carmen a clairement réfléchi à cela de manière méthodique. Méthodique était le 3e mot en 5 minutes qui ne correspondait pas au vocabulaire habituel de la famille Martinez. Ils utilisaient un langage répété, des phrases qui ressemblaient davantage à des briefings financiers qu'à une conversation familiale informelle. Mon téléphone vibra à nouveau. Torres, arrivé dans 10 minutes. Gardez tout le monde sur place. La situation est devenue une question de sécurité nationale. Sécurité nationale. Ces mots résonnaient dans mon esprit tandis que je regardais Carmen servir un dessert français coûteux, acheté avec l'argent provenant de la vente de secrets militaires américains. La femme avec laquelle j'avais partagé 8 ans de ma vie était devenue l'agent d'une puissance étrangère. Mais une question me tourmentait. Carmen était-elle une patriote naïve manipulée par des criminels sophistiqués, ou une collaboratrice volontaire qui avait feint l'ignorance pendant des années? La réponse déterminerait non seulement son avenir, mais aussi le mien. En tant qu'expert en sécurité maritime marié à une espionne potentielle, ma propre carrière était désormais sous le contrôle des autorités fédérales. Alors que la famille Martinez continuait à célébrer sa victoire financière, je calculais mentalement combien d'années de prison fédérale chacun d'entre eux risquait pour avoir sciemment reçu des produits d'espionnage. L'argent qui finançait ce dîner élaboré n'était pas seulement volé, c'était le paiement d'une trahison nationale. Isabella leva à nouveau son verre. Un toast à notre Carmen, pour avoir montré que parfois les femmes en savent plus que les hommes en matière d'affaires. Tout le monde rit et trinqua, y compris Carmen, dont le sourire ressemblait désormais davantage à un masque qu'à une expression sincère. Elle évitait mon regard, se concentrant intensément sur son dessert, comme si les fraises nécessitaient une attention scientifique. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris la profondeur de la trahison.
Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de manque de respect conjugal. Il s'agissait de loyauté nationale, de confiance professionnelle et de 8 années de vie commune qui se révélaient désormais être un mensonge soigneusement construit. Le bruit de véhicules s'arrêtant devant l'entrée des Martinez interrompit mes pensées. 3 voitures avec des plaques d'immatriculation gouvernementale, leurs gyrophares discrets mais indéniables pour ceux qui savaient les reconnaître. Carmen me regarda enfin, et pendant un instant, je vis quelque chose au-delà du masque confiant. Une peur réelle, pure et indéniable. La vraie question n'était plus de savoir si elle savait ce qu'elle avait fait, mais si elle était prête à affronter les conséquences qui frappaient littéralement à la porte. Madame Harrison continuait à parler naturellement, murmura l'agent Torres à mon oreille à travers un micro discret que l'un des agents m'avait remis sur le balcon. Laissez-les continuer à avouer. Plus ils donneront de détails, plus notre dossier sera solide. Je retournai à la table où Carmen distribuait des documents falsifiés comme s'il s'agissait de certificats de réussite. Elle avait organisé une présentation complète. Contrat de vente, reçu de virements bancaires, et même des photos de mon yacht chargé sur une remorque. « Fille, regarde comme j'ai tout documenté de manière professionnelle », dit-elle en poussant un dossier en cuir dans ma direction. 3 offres concurrentielles, une analyse de marché, j'ai même négocié le prix final. 75 000, c'est le mieux que j'ai pu obtenir. Roberto examina les documents avec une approbation croissante. Carmen, c'est du travail de qualité. Vous avez recherché des comparables sur le marché, évalué les conditions, et même organisé le transport. C'est beaucoup plus efficace que d'engager un courtier. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque document que Carmen présentait comme preuve de sa compétence était en fait une preuve supplémentaire d'un crime fédéral. Les photographies montraient du matériel militaire classifié en train d'être retiré illégalement. Les reçus documentaient le transfert monétaire de biens gouvernementaux sans autorisation. Isabella toucha affectueusement le bras de Carmen. « Mija, tu devrais envisager une carrière dans la vente. Tu as clairement un talent naturel pour la négociation. » Diego leva à nouveau son verre. « Sérieusement, Carmen, tu as transformé le hobby coûteux de fille en capital réel. C'est de l'esprit d'entreprise. » Carmen rougit sous les compliments, sa confiance grandissant visiblement. Honnêtement, cela a été plus facile que je ne l'imaginais. L'acheteur, Victor, a été très direct. Il n'a pas posé de questions inutiles sur les spécifications techniques ou les documents supplémentaires. Victor. Elle avait mentionné le nom de l'acheteur. L'agent Torres avait spécifiquement demandé des informations sur la manière dont Carmen avait pris contact avec Victor Kozlov. Elle fournissait maintenant volontairement des détails sur le processus de vente. Victor semblait comprendre exactement la valeur de l'équipement à bord, a poursuivi Carmen, la voix pleine de satisfaction. Il a mentionné avoir de l'expérience avec des navires similaires, en particulier les systèmes de communication. Roberto a acquiescé d'un air sage. Les acheteurs expérimentés reconnaissent la qualité quand ils la voient. C'est bien mieux que d'avoir affaire à des amateurs qui ne comprennent rien à la technologie. L'ironie était douloureuse. Victor Kozlov comprenait vraiment la technologie. Il comprenait sa valeur militaire et son potentiel de revente à des gouvernements hostiles. Carmen avait vendu des secrets nationaux à un expert en espionnage industriel, croyant avoir trouvé un acheteur expérimenté. Isabella servit davantage de vin, sa voix prenant un ton complice. « Carmen, raconte-nous comment tu as réussi à accéder à tous les documents nécessaires. Fille a toujours été très prudent avec ses papiers. » Carmen rit, le son résonnant dans la salle à manger comme une confession involontaire. 3 mois d'observation attentive. J'ai remarqué qu'il utilisait toujours notre date de mariage comme mot de passe pour tout, le 17 mai 2016. L'accès au coffre-fort, aux fichiers numériques, même à ses comptes professionnels. Mon estomac se noie. Si Carmen avait accédé à mes fichiers professionnels, elle avait potentiellement accès à des informations classifiées bien au-delà de mon yacht. Des documents sur les opérations de patrouille, les protocoles d'interception, voire les spécifications d'autres équipements expérimentaux. Des documents professionnels, demandai-je, en gardant une voix neutre malgré mon inquiétude grandissante. Oh oui, répondit Carmen d'un geste dédaigneux. Ces rapports techniques incompréhensibles que vous rameniez toujours à la maison. Certaines personnes pourraient trouver intéressant de savoir exactement quel type de travail vous faites réellement pour le gouvernement. La menace voilée était claire pour tout le monde autour de la table. Carmen n'avait pas seulement vendu mon yacht, elle avait documenté mon travail classifié et insinuait qu'elle détenait des informations susceptibles de compromettre des opérations fédérales. Diego se pencha sur la table, les yeux brillants de curiosité malicieuse. « Attends, Carmen a accès au dossier secret de fille ? C'est comme avoir accès aux coulisses du gouvernement. » « Ce ne sont pas des dossiers secrets, ai-je répondu rapidement,
Mais Carmen m'a interrompu en riant. Filles minimisent toujours leur importance, mais certains de ces documents ont des classifications intéressantes. Confidentiels, restreints, certaines choses encore plus sérieuses. Elle a marqué une pause dramatique. Des informations que certaines personnes paieraient cher pour voir. Si vous aimez les histoires sur la justice et les conséquences d'actions irréfléchies, abonnez-vous à la chaîne, car Carmen était sur le point de découvrir que certaines informations ont un prix bien plus élevé qu'elle ne l'imaginait. Roberto applaudit lentement. Carmen, vous révélez un talent pour le renseignement que nous n'aurions jamais soupçonné. Accès à des informations précieuses, capacité d'évaluation, compétences en négociation. Nous devrions peut-être discuter d'opportunités d'investissement plus diversifiées. La suggestion de Roberto a déclenché une alarme dans mon esprit. La famille Martinez ne célébrait pas seulement la vente de mon yacht, elle discutait de l'expansion de ses activités criminelles en utilisant les informations classifiées que Carmen avait volées. Isabella acquiesça avec enthousiasme. Exactement. Avec l'accès à ce type d'informations privilégiées, nous pourrions identifier des opportunités d'investissement avant qu'elles ne soient rendues publiques. Carmen sourit, clairement séduite par l'idée de devenir le centre des opérations financières familiales. Vous savez, j'ai toujours pensé que Fi sous-estimait la valeur commerciale des informations qu'il manipule. L'agent Torres avait demandé 45 minutes pour mettre les équipes en place. Il restait maintenant 15 minutes, et Carmen avouait non seulement la vente illégale de biens militaires, mais aussi des plans pour commercialiser des informations classifiées relatives à la sécurité nationale. Mon téléphone vibra discrètement. Message de Torres. Nous avons obtenu un mandat fédéral de perquisition et de saisie. Kozlov a été arrêté alors qu'il tentait de charger le navire sur un cargo russe. Matériel militaire récupéré. Attendez le signal pour passer à l'action. Viktor Kozlov avait été arrêté. Mon yacht et ses systèmes classifiés étaient en sécurité. Mais Carmen et la famille Martinez continuaient de célébrer ce qu'ils considéraient comme le premier pas vers une carrière lucrative dans la vente de secrets américains. Diego leva son verre une fois de plus. Un toast à Carmen, pour nous avoir ouvert les yeux sur des opportunités qui étaient juste sous notre nez. Qui aurait cru que la réponse à nos problèmes financiers se trouvait chez Fi lui-même? Isabella rit musicalement. Parfois, la solution la plus évidente est la dernière que nous envisageons. Carmen a vu du potentiel là où nous ne voyons que des dépenses. Roberto prit son ton professoral habituel. C'est un exemple parfait de pensée entrepreneuriale appliquée. Identifier les actifs sous-utilisés, trouver les marchés appropriés, exécuter des transactions efficaces. Carmen était ravie de ces éloges, complètement inconsciente que chaque mot d'approbation familiale deviendrait une preuve devant un tribunal fédéral. Sa transformation de femme frustrée en criminelle célèbre était documentée en temps réel par des agents fédéraux grâce à des dispositifs d'écoute qui enregistraient chaque confession. Le mieux dans tout ça, ajouta Carmen, la voix empreinte d'une satisfaction sincère, c'est que ce n'est que le début. Fi a accès à beaucoup plus d'informations précieuses. Et maintenant que j'ai établi le contact avec des acheteurs sérieux. Elle ne termina pas sa phrase, mais l'implication était claire. Carmen prévoyait d'étendre ses opérations en vendant davantage d'informations classifiées à des « acheteurs sérieux » tels que Viktor Kozlov. Le bruit lointain de véhicules approchant interrompit mes pensées. À travers les fenêtres, je vis les premières lumières discrètes d'une flotte fédérale se positionnant silencieusement autour de la propriété des Martinez. Carmen continuait à parler, complètement inconsciente du fait que sa carrière d'espionne avait duré exactement 43 minutes, soit le temps écoulé entre sa première confession et l'arrivée des agents fédéraux à la porte. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut le silence soudain des grillons dans le jardin des Martinez. Carmen s'interrompit au milieu d'une phrase, plissant les yeux tandis qu'elle assimilait le bruit des portières de voitures se fermant simultanément dans la rue silencieuse de Beverly Hills. « Étrange », murmura Roberto en se levant de table. « Nous n'attendons personne d'autre ce soir. » À travers les rideaux de lin, 5 silhouettes sombres marchaient dans le portail circulaire en formation tactique. Leurs vêtements sur mesure ne parvenaient pas à dissimuler complètement leurs gilets pare-balles ni leurs équipements de communication discrètement positionnés. L'agent Rebecca Torres menait le groupe, son attitude dégageant l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait mené des centaines d'opérations similaires. Derrière elle, 4 agents spécialisés dans les crimes fédéraux se positionnèrent stratégiquement, bloquant toutes les voies de fuite de la propriété. Carmen se leva brusquement, renversant son verre de vin qui se brisa sur le sol en marbre italien. « Fille, qui sont ces gens? Pourquoi viennent-ils vers nous ?» Sa voix trahissait une note de panique que je n'avais jamais entendue auparavant. Au cours de nos 8 années de mariage, Carmen avait toujours gardé un contrôle absolu sur les situations sociales.
La voir déstabilisée par quelque chose qu'elle ne pouvait ni manipuler ni charmer était presque aussi satisfaisant que je l'avais imaginé. Je ne sais pas, mentis-je doucement, gardant mon expression neutre tandis que mon cœur s'emballait d'anticipation. Ce sont peut-être des voisins qui vérifient une urgence. Isabella courut vers la fenêtre, les mains tremblantes tandis qu'elle tenait les rideaux. Roberto, ils utilisent du matériel qui semble militaire. Et d'autres voitures arrivent dans la rue. Diego tenta de sortir par la porte arrière, mais s'arrêta lorsqu'il vit 2 agents supplémentaires postés dans le jardin arrière, leur silhouette clairement visible dans la lumière des lampadaires. « Personne ne sort », déclara Roberto, sa voix prenant le ton autoritaire qu'il utilisait pour contrôler les situations familiales. Mais pour la première fois, son autorité semblait creuse, impuissante face à des forces qui échappaient à son influence. La sonnette retentit 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois, de longues sonneries délibérées qui résonnèrent dans la maison comme un compte à rebours inévitable. Carmen se tourna vers moi, ses yeux sauvages reflétant une compréhension grandissante. « Fille, est-ce que cela a un rapport avec le bateau? As-tu fait quelque chose ?» Moi. Je haussai les sourcils avec une innocence feinte. « Carmen, tu as vendu ma propriété sans mon autorisation. S'il y a des problèmes juridiques, j'imagine qu'ils sont la conséquence de tes actions, pas des miennes. » L'agent Torres a sonné à nouveau, cette fois accompagné de coups fermes sur la porte en chêne que Roberto avait importée d'Espagne. Le son a résonné dans toute la maison comme le marteau d'un juge annonçant son verdict. « Police fédérale. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. » Ces mots ont transformé l'élégante salle à manger en scène de crime. Roberto était paralysé. Isabella commençait à hyperventiler et Diego essayait discrètement de supprimer quelque chose de son téléphone avant de se rendre compte qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Mais c'est Carmen qui a eu la réaction la plus révélatrice. Au lieu de surprise ou de confusion, son visage affichait une reconnaissance. Le genre de reconnaissance qui vient du fait de savoir exactement pourquoi les autorités fédérales se sont présentées à sa porte. « Carmen », ai-je appelé doucement, observant son visage pâlir. « Vous semblez connaître ces agents. Avez-vous déjà eu affaire à la police fédérale ?» Elle m'a ignoré, se précipitant vers le porte-documents en cuir où elle avait rangé les documents de la vente. Ses mains tremblaient tandis qu'elle feuilletait les papiers, cherchant quelque chose de spécifique avec une urgence désespérée. L'agent Torres frappa à nouveau, sa voix empreinte d'une autorité incontestable. « Nous avons un mandat fédéral de perquisition et de saisie. La porte sera ouverte d'une manière ou d'une autre. » Roberto finit par bouger, marchant lentement vers l'entrée comme un condamné marchant vers l'échafaud. Sa confiance habituelle s'était complètement évaporée, remplacée par la terreur authentique de quelqu'un qui se rendait compte qu'il avait complètement perdu le contrôle. Lorsque la porte s'ouvrit, l'agent Torres entra avec une précision militaire, suivi de son équipe. Elle examina rapidement la salle à manger, cataloguant chaque visage, chaque document éparpillé sur la table, chaque preuve d'une célébration interrompue. « Bonsoir. Je suis l'agent Rebecca Torres, de la division des crimes maritimes du département de la sécurité intérieure. » Elle montra sa carte d'identité à Roberto, qui l'examina avec l'expression de quelqu'un qui lit son propre arrêt de mort. « Nous enquêtons sur un transfert non autorisé de matériel militaire classifié. Plus précisément, un bateau Azimut Atlantis de 42 pieds équipé de systèmes de navigation et de communication restreints. » Carmen laissa échapper un gémissement audible. Le porte-documents en cuir glissa de ses mains, répandant des documents falsifiés sur le sol en marbre comme une confession involontaire. « Madame Carmen Harrison, » continua l'agent Torres, les yeux fixés sur ma femme. « Vous êtes arrêtée pour fraude électronique, falsification et complot en vue de commettre de l'espionnage. » Le mot « espionnage » frappa la pièce comme une bombe. Isabella hurla, Diego tenta de s'enfuir mais fut immédiatement arrêté par 2 agents, et Roberto s'effondra simplement sur une chaise, marmonnant quelque chose à propos d'avocat. Mais Carmen resta étrangement calme, comme si elle acceptait enfin quelque chose qu'elle redoutait depuis des semaines. L'acheteur Victor Kozlov a été arrêté il y a 2 heures alors qu'il tentait de transporter du matériel militaire américain vers un cargo russe, a expliqué l'agent Torres, ses menottes apparaissant dans ses mains avec une efficacité pratiquée. Il a fourni des informations détaillées sur la manière dont il a été contacté et informé de l'acquisition. Carmen m'a regardé une dernière fois, et dans ce regard, j'ai vu non seulement de la peur, mais quelque chose de bien pire, la compréhension que j'avais su tout depuis le début. Que chacun de ses mots pendant le dîner avait été soigneusement documenté. Que sa fière confession était devenue une preuve fédérale. « Fille », murmura-t-elle tandis que l'agent Torres lui passait les menottes. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu as laissé faire exprès. » Je gardais une expression neutre, mais à l'intérieur, je ressentais une satisfaction que j'avais attendue pendant 8 longues années. « Carmen,
tu as vendu des biens appartenant au gouvernement fédéral à un espion russe. Les conséquences de cet acte n'ont jamais été de ma responsabilité. » Alors qu'elle était emmenée vers la porte, l'agent Torres s'approcha de moi. « Monsieur Harrison, nous aurons besoin de votre déclaration officielle demain. Et nous aurons quelques questions à vous poser sur la manière dont votre femme a eu accès à des informations classifiées. » J'acquiesçai respectueusement. « Je me tiendrai à votre entière disposition pour coopérer à l'enquête, agent Torres. » Lorsque les portes se refermèrent derrière les agents fédéraux, laissant les Martinez abasourdis dans la salle à manger des truites, je réalisai que la véritable justice ne passe pas toujours par une vengeance élaborée. Parfois, il s'agit simplement de laisser les personnes qui commettent des crimes fédéraux subir les conséquences naturelles de leur choix. Mais tandis que Roberto pleurait sur les avocats et qu'Isabella appelait frénétiquement ses contacts politiques, une question restait en suspens. Comment Carmen avait-elle exactement développé des liens avec un réseau d'espionnage russe? La réponse à cette question allait transformer tout ce que je pensais savoir sur mon mariage de 8 ans en quelque chose de bien plus sombre et complexe qu'une simple trahison conjugale. 6 mois plus tard, j'étais assis sur le banc en bois du tribunal fédéral, tandis que la juge Patricia Thornton lisait le verdict final. Carmen se tenait debout devant la table de la défense, vêtue de l'uniforme orange de la prison, qui était devenue sa tenue habituelle depuis son incarcération. « Madame Carmen Harrison », la voix de la juge résonna dans la salle silencieuse, pour la vente non autorisée de biens militaires classifiés à des agents étrangers, complot en vue de commettre des actes d'espionnage et multiples accusations de fraude électronique, ce tribunal vous condamne à 15 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Le marteau s'abattit avec un bruit qui résonna dans mon âme comme la conclusion définitive d'un chapitre qui avait duré 8 ans. Carmen ne pleura pas. Elle ne protesta pas. Elle acquiesça simplement avec la résignation de quelqu'un qui avait enfin compris l'ampleur de ses choix. L'enquête fédérale avait révélé quelque chose de bien plus sinistre qu'une épouse vengeresse vendant les biens de son mari. Carmen avait été recrutée par le réseau de Viktor Kozlov 18 mois plus tôt, lors d'un événement caritatif où elle avait rencontré des investisseurs internationaux intéressés par des opportunités américaines exclusives. Ce qui avait commencé par des conversations informelles sur mon travail au DHS s'était transformé en un transfert systématique d'informations classifiées. Carmen recevait 5 000 $ par mois pour photographier les documents que je rapportais à la maison, signaler mes horaires de voyage et identifier les vulnérabilités des protocoles de sécurité maritime. Roberto Martinez a été condamné à 8 ans de prison pour blanchiment d'argent et complot. Les enquêtes bancaires ont révélé qu'il avait aidé à acheminer des paiements russes par l'intermédiaire de ces sociétés d'importation, en faisant passer des paiements liés à l'espionnage pour des transactions commerciales légitimes. Isabella a été condamnée à 5 ans de prison pour obstruction à la justice après la découverte de messages supprimés dans lesquels elle conseillait à Carmen de détruire des preuves. Diego, étonnamment, a pleinement coopéré avec les enquêteurs fédéraux et n'a reçu qu'une peine de probation assortie de travaux d'intérêt général. Le changement le plus spectaculaire, cependant, s'est produit en moi. Au cours des premiers mois qui ont suivi les arrestations, j'ai été en proie à des sentiments contradictoires quant à mon rôle dans ces événements. Une partie de moi se demandait si j'aurais pu intervenir plus tôt, si j'aurais dû confronter Carmen au sujet de ses activités suspectes au lieu de laisser les autorités fédérales monter leur dossier. L'agent Rebecca Torres m'a aidé à traiter ces questions au cours de multiples séances de débriefing. « Fille, m'a-t-elle dit lors de notre dernière rencontre, vous n'êtes pas responsable de cette situation. Vous avez simplement reçu une formation suffisante pour reconnaître les signes avant-coureurs et fait preuve de suffisamment de sagesse pour laisser les professionnels s'en occuper de manière appropriée. Le département de la sécurité intérieure m'a proposé une promotion au poste de spécialiste principal en sécurité maritime, avec une habilitation de sécurité renforcée et la responsabilité des opérations sur la côte ouest. Mon travail consiste désormais à former d'autres spécialistes à l'identification des violations potentielles de la sécurité dans les environnements domestiques. Ironiquement, mon expérience personnelle en matière d'espionnage conjugal m'a permis de devenir un expert dans la reconnaissance de schémas similaires. J'ai développé des protocoles qui ont permis d'identifier 6 autres cas où des membres de la famille de contractuels autorisés étaient pris pour cible par des services de renseignement étrangers. J'ai vendu notre maison de Beverly Hills et j'ai déménagé dans une propriété côtière à Montréal, où je peux voir l'océan Pacifique depuis la fenêtre de ma cuisine. C'est un rappel quotidien que les océans relient les pays, mais qu'ils servent également de barrière protégeant ceux qui sont prêts à défendre ce qui compte. Mon nouveau yacht, un azimut de remplacement que j'ai acheté avec l'argent de l'assurance, est équipé de systèmes de sécurité encore plus sophistiqués. Mais cette fois, je suis le seul à avoir accès au code. Et les seules personnes qui montent à bord sont des collègues fédéraux qui partagent mon engagement à protéger les intérêts américains. J'ai revu Carmen une dernière fois, 3 mois avant son transfert vers une prison fédérale dans l'Oregon. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, rabaissée non seulement par ses vêtements de prisonnière, mais aussi par quelque chose de plus profond,
la perte de la confiance artificielle qu'il avait soutenue pendant des années de tromperie. « Fille, dit-elle à travers la vitre par balle, tu savais depuis le début, n'est-ce pas? Tu m'as laissé continuer jusqu'à ce que les autorités fédérales aient suffisamment de preuves. » Je gardais un visage impassible. « Carmen, tu as fait des choix. Je me suis contenté de signaler des activités suspectes aux autorités compétentes. Les conséquences sont le résultat de tes propres actions. » Elle acquiesça lentement, comprenant enfin que mon apparente passivité pendant ces derniers mois n'était pas due à la faiblesse ou à l'ignorance, mais à la documentation minutieuse de ses crimes. « Tu aurais pu m'en empêcher, » murmura-t-elle. « Tu aurais pu me prévenir. »« J'aurais pu, » acquiesçai-je. « Mais tu aurais alors simplement trouvé des moyens plus discrets de continuer à trahir ton pays. Et combien d'autres secrets américains aurais-tu vendus avant d'être finalement capturé? » Ce fut notre dernière conversation. Non par colère ou par vengeance, mais parce qu'il n'y avait plus rien à discuter. 8 années de mariage s'étaient révélées être une supercherie élaborée, et toute nostalgie que j'aurais pu ressentir était éclipsée par ma responsabilité envers la sécurité nationale. L'ironie ne m'a pas échappé. La femme qui avait passé des années à critiquer mon travail comme étant paranoïaque et exagéré avait prouvé exactement pourquoi une telle vigilance était nécessaire. Son mépris désinvolte pour les protocoles de sécurité avait fait d'elle une cible parfaite pour l'exploitation étrangère. 2 ans après la fin de l'affaire, je reçois des nouvelles occasionnelles sur les progrès de Carmen dans la prison fédérale. Elle est inscrite à des programmes éducatifs, où elle apprend apparemment la comptabilité, une compétence qui pourrait l'aider à trouver un emploi légitime lorsqu'elle sera finalement libérée. Roberto est mort d'une crise cardiaque 6 mois après le début de sa peine. Isabella a été libérée plus tôt pour bonne conduite, mais elle a tout perdu. Sa maison, son entreprise, son statut social. Elle travaille désormais comme caissière dans un supermarché, passant du statut de mondaine de Beverly Hills à celui de travailleuse au salaire minimum. Diego, étonnamment, a prospéré après avoir coopéré avec les autorités. Il a lancé une entreprise légitime de conseil en technologie et envoie parfois des cartes de Noël pour exprimer sa gratitude d'avoir été contraint par la justice fédérale de réévaluer ses choix de vie. Mais la leçon la plus importante de toute cette expérience n'était pas liée à la justice légale ou aux conséquences fédérales. Il s'agissait de reconnaître que parfois, les plus grandes trahisons viennent de ceux qui nous sont les plus proches, sous le couvert de tensions conjugales quotidiennes. Le mépris de Carmen pour mon travail, sa critique constante des mesures de sécurité, sa curiosité désinvolte à l'égard des projets classifiés, autant de signaux d'alarme que j'aurais dû aborder directement au lieu d'espérer que la thérapie de couple puisse résoudre les problèmes sous-jacents. La formation à la sécurité professionnelle enseigne que les menaces internes proviennent souvent de membres de la famille ou de proches qui accèdent à des informations confidentielles grâce à des relations de confiance. Vivre cette expérience personnellement m'a apporté des enseignements que je n'aurais pas pu tirer de manuels ou d'études de cas. Aujourd'hui, lorsque je forme d'autres employés autorisés à reconnaître d'éventuelles violations de la sécurité, je partage les éléments appropriés de cette histoire. Non pas pour embarrasser Carmen ou moi-même, mais pour illustrer que les opérations d'espionnage ciblent les vulnérabilités émotionnelles et pas seulement financières. Le message principal que je souligne toujours est que la protection de la sécurité nationale nécessite plus que le simple respect des protocoles au travail. Elle exige une vigilance dans les relations personnelles, une conscience des signaux d'alerte dans les dynamiques familiales et une volonté de signaler les comportements suspects, même lorsqu'ils concernent des personnes que nous aimons. Carmen a tenté de me détruire en trahissant tout ce que j'avais travaillé à protéger. Au lieu de cela, elle m'a involontairement apporté une perspective et une expérience qui m'ont rendu meilleur dans mon travail et plus efficace dans la protection des intérêts américains. La dernière fois que j'ai vérifié, Victor Kozlov purgeait une peine de 25 ans dans une prison fédérale de haute sécurité. Son réseau d'espionnage a été complètement démantelé, ce qui a potentiellement permis d'économiser des millions en technologies volées et d'empêcher on ne sait combien de secrets opérationnels américains de tomber entre les mains de gouvernements hostiles. Si des histoires comme celle-ci, qui montrent que la justice finit toujours par rattraper ceux qui trahissent la confiance, vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car au final, la vérité finit toujours par éclater au grand jour, même lorsque ceux qui nous sont les plus proches tentent de l'enfouir sous des couches de tromperie et de manipulation. Aujourd'hui, debout sur ma terrasse à Monterey, regardant les vagues se briser contre des rochers qui sont restés immobiles pendant des millénaires, je comprends que certaines fondations sont suffisamment solides pour résister à n'importe quelle tempête. Carmen pensait pouvoir saper tout ce que j'avais construit, tant sur le plan professionnel que personnel. Au lieu de cela, elle n'a fait que révéler quelle fondation était véritablement inébranlable. Non pas mon mariage, ni mes relations sociales, mais mon engagement à protéger quelque chose de plus grand que moi-même. En fin de compte, cela s'est avéré être une fondation capable de résister à n'importe quelle attaque.